Bonjour, docteur Thomas. Salut. La reprise. Nous sommes de retour pour titiller vos neurones une fois de plus. Uh-huh. Tu voulais nous parler aujourd'hui de la respiration et du système musculaire. Je crois que tu fais beaucoup de recherches ces temps-ci sur tout le fonctionnement, tous les mécanismes de la respiration et tous les problèmes qu'une mauvaise respiration peut conduire vers les Mhm. différents systèmes du corps. Là, tu m'es apparu ce matin avec un Eureka. Je dois te parler du système musculaire. Bah, J'ai bien hâte d'entendre ça. ça fait un moment, ça fait déjà un petit moment ouais, que je suis dessus. Effectivement, j'ai compris des nouveaux mécanismes en faisant des recherches, des lectures. Je me suis pas mal intéressé notamment aux mitochondries ces derniers Mhm. temps. Et la fonction musculaire, elle est entièrement dépendante de la fonction mitochondriale. Mhm. Et puis, elle est également complètement dépendante de la fonction respiratoire. Mhm. Euh, enfin, de la fonction ventilatoire, de la fonction pulmonaire. Puisque, évidemment, au sens global, la respiration, c'est un mécanisme qu'englobe la fonction pulmonaire, la fonction cardiovasculaire et la fonction musculaire dans une certaine mesure, puisque c'est là où il y a le plus de consommation d'oxygène en activité physique. Mhm. Et, euh, et donc, il y a vraiment une régulation très, très étroite, et même on pourrait parler de phénomènes d'adaptation qui sont super intéressants. Et puis, comme je sais que dans ton équipe et puis dans les gens qui te suivent, il y a quand même pas mal de coachs sportifs et puis de gens qui s'entraînent. Mhm. Il me semblait que c'était intéressant de vous parler de tout ça. Voilà. Ça va être génial. Excuse-moi, j'ai été obligé de bouger le téléphone parce qu'il y avait un Benjamin qui voulait se connecter en ce moment. Alors, on a un nouvel ami dans la salle. Bonjour. Son micro est coupé, c'est parfait. Si je mets des trucs, tu peux écrire dans le chat, puis on va aller te répondre avec plaisir. Donc, je vais ouvrir le chat aussi de mon côté pour voir, pour m'assurer que tout est là. Et voilà, tout est là. Super génial. Excellent. Ouvrir ta caméra si tu veux, par contre. OK, merci. Bon, ben, je te laisse poursuivre. Ouais, bah écoute, j'ai pas spécialement préparé une conférence. J'ai quelques notes, j'ai deux, trois idées en tête, et puis on va en discuter. Mais tu vois, par exemple, C'est une télévision qu'on entend, rien? ah, c'est pas chez moi, hein. Ah, Mais oui. ben, Benjamin, si tu peux mettre ton son en pause, s'il te plaît, ça serait bien. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Donc, tu n'as pas vraiment Euh, de trucs décrits. ouais, enfin j'ai quelques notes, hein, j'ai un fil conducteur quand même. Mhm. Puis bah, l'idée, ça aurait été comme à chaque fois en galère, enfin on va voir, mais peut-être de créer un peu d'interaction, de répondre aux questions qui intéressent les gens. Mais il me semble, moi, quelque part, que quand même, les gens, ils vont au gym, ils font des efforts. C'est quand même avant tout pour prendre de la masse musculaire en général, quoi. J'ai l'impression. Oui, perdre du gras, prendre la masse musculaire. C'est habituellement C'est les deux champions. c'est un peu le leitmotiv en général. C'est rarement les gens viennent me voir pour me dire Ah, j'aimerais vraiment trouver une façon de stimuler mon cortex sensoriel moteur. Habituellement, c'est pas la bonne raison. Ils veulent paraître bien Voilà. sur une plage à moitié nue. C'est habituellement la raison. Pas mal Et, première de pas mal tout le monde. et je pense que qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à leurs objectifs, euh, ou bien qui vont aller chercher des moyens de développer de la masse euh, qui sont pas naturels.
Mhm. et qui vont entraîner des soucis. Euh, Mhm. Ouais. donc, je pense que si tu veux, voilà, je pense que je vais pouvoir vous apporter un petit peu des informations par rapport aux problèmes de difficulté de prise de masse et puis aussi les dangers de la prise de masse excessive par Mhm. des moyens non naturels. Et puis, essayer de vous faire comprendre de quelle manière, finalement, la masse musculaire doit être adaptée naturellement. C'est une régulation finalement homéostasique qui fait Ouais, que la masse musculaire doit s'adapter à ta capacité respiratoire. Et que donc, définitivement. finalement, euh, si on fait le tour du problème, la priorité essentielle d'une personne qui souhaite développer sa fonction musculaire, eh bien, ça doit être de développer sa fonction respiratoire. Bien d'accord. C'est trop souvent sous-estimé aussi, hein. Les gens veulent Voilà. forcer l'organisme à créer du muscle, vont Mais aller oui, beaucoup par l'alimentation, beaucoup par eh oui. les SAM, stéroïdes, il ne faut pas se le cacher, des techniques d'optimisation comme ça au niveau du système endocrinien. Mais de base, l'être humain, ce qu'il a besoin, c'est un système nerveux et il a besoin de stimulus, évidemment, et il a besoin de respirer. Mhm. Voilà. Toi, tu es un ancien bodybuilder, je crois, de compète. Non, je fais des blagues, mais tu étais quand même assez en forme. Il y a plusieurs photos de toi avec abdos et pectoraux. Ouais, bah écoute, Comment? ouais, j'ai été sportif, je suis toujours d'ailleurs, je m'entretiens, même Mhm, si je suis peut-être moins volumineux, je suis quand même sec et en forme. mhm. Et, mais si tu veux, bon bah voilà, il y a tous les problèmes de sarcopénie, de difficulté à la prise de masse et tout ça. Aujourd'hui, ça prend vraiment enfin, j'y porte un regard nouveau et j'ai pas l'impression que ce soit une approche qui soit courante. Voilà, c'est pour ça que. Non, c'est pas assez adressé. En fait, les gens vont s'adresser à la respiration pour le calme, surtout le Voilà, bien-être. ah, ouais, D'un point de vue bien-être, d'un point de vue hygiène de vie, euh, la circulation lymphatique aussi, on va en parler, mais il oublie que le fonctionnement de la cellule a besoin d'oxygène. On le voit, là, on le voit en bio, on le voit quand on étudie la cellule humaine, mais ça s'arrête là, là. On pousse pas plus la note ensuite pour chercher c'est quoi les critères d'optimalité, comment tu peux valider que ta respiration est optimale. Là, on va le savoir ouais. dans les cas de pathologie. C'est ça le problème, un peu la Ah, lacune. je vais vous donner des signes. Ah, je vais vous donner des signes Ouais. justement qui permettent de donner l'alerte un petit peu. Mais c'est toujours ça le grand débat, c'est que il n'y a jamais pratiquement de prévention qui est mise en place, puis d'évaluation. On va toujours réagir quand la catastrophe est déjà en place. Par Hmm? exemple, quelqu'un qui fait de l'apnée obstructive, on Ouais, va lui ouais. vendre une Hmm, CPAP, on va le brancher sur une ouais. machine le reste de ses jours, ou on va lui dire perdre du poids en même temps, ça peut l'aider, mais il n'y a Hmm. jamais le OK, mais c'est quand est-ce que Ah, je suis bombardé d'appels, qu'est-ce qui se passe? Entre tu es malade et tu es en santé, c'est quand il n'y a pas d'entre-deux, on dirait en médecine classique. On attend que tu sois malade, ouais, là on réagit, ouais. mais avant ça, Hmm. c'est qui est formé pour faire ça? C'est qui va évaluer la santé des gens? Évidemment, on va donner une formation ensemble sur le sujet, mais pour les autres, il y a trop peu de gens qui ont les compétences et la compréhension sur le sujet et qui peuvent faire les liens sur tous les autres systèmes, en fait, aussi, au niveau de la respiration. Donc, je te laisse poursuivre. Ouais, bah écoute, je vais commencer par une petite présentation sur la fonction respiratoire. Mais en fait, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que fonction respiratoire, fonction respiratoire et fonction musculaire sont dépendantes l'une Mhm. de l'autre. Hein. On le Il sent assez rapidement quand on manque y a, d'air, on a y a plus de des force musculaire. chiffres, il y a des chiffres, il y a des études qui le montrent, qui le prouvent. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Il y a un lien, il y a une association entre ta, ta capacité fonctionnelle respiratoire et ta force, ta puissance musculaire.
Mhm. Hein. Donc, la fonction musculaire et la fonction respiratoire sont complètement liées l'une à l'autre. Ça, c'est validé par des études, par des analyses, par des méta-analyses. Mhm. Voilà, ce qui est mal compris, après, c'est les mécanismes qui relient les choses ensemble. Donc, la fonction respiratoire, ce qu'il faut comprendre, la fonction respiratoire, c'est une fonction qui évolue avec l'âge. Mhm. Mais quand je parle de la fonction respiratoire, ça veut dire la même chose pour la fonction musculaire. C'est-à-dire tout ce que je dis pour la fonction musculaire, quand je parle de fonction respiratoire, c'est applicable à la fonction musculaire et de la fonction musculaire à la fonction respiratoire. La fonction respiratoire, elle augmente jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Mhm. Là, il y a un plateau qui passe plus ou moins vite, mais enfin, grosso modo, ça se passe entre 20-25 ou 20 et 30 ans. Et puis ensuite, tu as un déclin progressif de la fonction respiratoire, jusqu'à la fin de ta vie. C'est intéressant ce que tu lèves là. Tu me diras quand je peux embarquer. Donc, tu vois, tu me disais tout à l'heure, entre la santé et la maladie, quand on parle de fonction respiratoire, entre le moment où tu es au top de ta fonction respiratoire à 20-25 ans et le moment où le médecin va te dire, monsieur, je vous diagnostique une insuffisance respiratoire, il va falloir vous ventiler mécaniquement avec de Mhm. l'oxygène, je ne sais quoi. Bon, entre les deux, il s'est passé quelque chose. Exact. Il y a eu ce déclin respiratoire et finalement, le médecin, il lève le drapeau qu'une fois qu'on a franchi un certain stade. Voilà. D'accord? Mais le déclin, il s'est fait progressivement. C'est pas, si tu veux, médicalement, l'insuffisance respiratoire, c'est un diagnostic qui signifie qu'il y a hypoxie tissulaire, qu'il y a un manque d'oxygène dans les tissus. Et avant le fait qu'il y ait de l'hypoxie, eh ben, il y a un déficit respiratoire qui a évolué, qui s'est aggravé. Et donc voilà. Alors, grosso modo, la fonction respiratoire, ben, elle est influencée bon, bah, par nos gènes. Hein. Il y a des gènes qui vont être plus ou moins, qui vont te permettre d'avoir une fonction plus ou moins correcte. Il y a une Mhm. implication génétique, mais enfin, c'est pas là-dessus qu'on peut jouer. Il y a la vie in utero avant l'accouchement a une importance sur la capacité et sur le futur potentiel de la fonction respiratoire, notamment par le fait de respirer, de ventiler, de faire circuler le liquide amniotique dans les poumons, dans les voies respiratoires. Ça crée des pressions, les allers-retours du flux liquidien génèrent des pressions sur les structures qui les aident à se développer. C'est pour Mhm. ça que, par exemple, les personnes qui sont nées prématurément ont généralement un développement respiratoire et un développement musculaire qui est faible. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai eu en clinique à soigner un certain nombre de personnes qui étaient nées prématurément. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des exceptions, mais moi, personnellement, dans tous ceux que j'ai soignés, c'était tous des individus chétifs, avec une petite cage thoracique et une petite capacité musculaire. Mhm. Hein. Euh, à la naissance, il y a des éléments qui vont être déterminants. C'est le poids de naissance. Le poids de naissance est vraiment un déterminant important sur le futur potentiel de ta fonction respiratoire. Plus le poids de naissance est élevé, le mieux c'est. Hein. Donc au final, plus le bébé reste longtemps dans le ventre de la maman, le mieux c'est, et plus il sort avec un bon poids, le mieux c'est. Mhm. Ensuite, au début de la vie,
ce qui est aussi très déterminant sur le futur de la fonction respiratoire, c'est le fait qu'il y ait ou pas, et suffisamment longtemps, un allaitement maternel, une nourriture, que l'enfant soit nourri au sein. Le développement de la bouche, puis tout ça, c'est la respiration nasale, ça fait vraiment dans cette période-là. Hein. C'est super important. Il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être, qui peuvent donner, enfin, il n'y a pas que l'aspect mécanique des pressions de la langue, etc. Il y a aussi évidemment tout ce qui est associé au microbiome, euh, notamment, qui a un rôle très très important aussi. Et puis ensuite, le dernier élément qui est d'une manière générale, où on constate vraiment une différence entre les gens sur la capacité respiratoire, c'est la consommation de fruits. Et, ils ont relevé, les chiffres mettent en évidence que les gens qui consomment plus de fruits ont une meilleure fonction respiratoire que les gens qui en consomment moins ou peu. Voilà des petites choses. Alors, évidemment, donc la fonction respiratoire, comme je te l'ai expliqué, hein, c'est une courbe qui monte jusqu'à 20-25 ans et puis qui décline progressivement. Hein. Et bah, évidemment, plus elle monte, plus ton potentiel est important. Et puis ensuite, bah, il y a des facteurs aussi qui font que ça descend plus ou moins vite. Alors, donc, elle est typiquement, donc, cette courbe, on dit que la fonction respiratoire, elle est associée à l'âge, hein, et qu'en vieillissant, bah, passer le pic, ta fonction respiratoire a tendance à décliner. Néanmoins, c'est pas observé systématiquement chez tous les animaux. Il y a des animaux sauvages chez lesquels il n'y a aucun signe d'affaiblissement ni de la capacité respiratoire ni de la capacité musculaire liée à l'âge. Hein. Donc, on peut pas assurément certifier que c'est une programmation génétique de vieillissement déterminée. Ça peut tout à fait aussi être lié à nos habitudes de vie. Et puis, bah, les mauvaises influences de nos habitudes de vie, évidemment, s'accumulent avec le temps et donc avec l'âge. Le tabac, le tabac, évidemment, affecte la fonction respiratoire, la pollution de l'air, l'activité physique, le fait de faire du sport et des étirements est favorable. Et à contrario, de passer du temps sédentaire, les périodes d'inactivité physique prolongée sont très néfastes à la fonction respiratoire. Voilà un petit peu les grands éléments de la fonction respiratoire, un petit peu les grands déterminants de la fonction respiratoire. Je me suis... Oups, vas-y. Qui conditionne donc la fonction musculaire, comme on va le voir. Tu voulais dire? Oui, je vois pas ta bouche. Si tu avais la bouche fermée, je pourrais me dire il a fini sa phrase, mais tu tombes dans le noir des fois, donc je voyais pas. J'ai pas pu utiliser de la synergologie en ce moment, enseignée par Manuel, pour vérifier si tu avais terminé ta phrase. Je suis désolé, je suis pas un mauvais auditeur. J'ai noté quelques points qui sont intéressants. Tu parlais de 20-25 ans environ. Donc, on voit qu'il y a une maturité qui s'installe au niveau du système respiratoire. Mais je crois que ça concorde aussi entre 20 et 25 ans. C'est là que la cage thoracique va élargir. On finit de grandir plus vers l'âge de 20 ans. Mais chez les hommes, il y a vraiment un élargissement qui va se faire au niveau de la cage thoracique entre 20 et 25 ans. Donc, évidemment, ça va influencer sur la capacité respiratoire, hein, parce que c'est quand même un soufflet avec des muscles qui gouvernent ça. Donc, c'est peut-être le lien à faire là. Si on regarde, tu parlais aussi à 30 ans que il
il y avait je crois que c'est là qu'il commençait une perte de la capacité respiratoire vers 30 ans. Mais c'est aussi entre 25 et 30 ans aussi qu'il y a une chute drastique de la production de testostérone et d'hormones de croissance. Donc, est-ce qu'il y a un lien, moins de masse musculaire, moins de capacité? C'est la poule ou l'œuf, là, évidemment. Là. S'il y a moins de muscles pour bouger la cage thoracique, il y a une moins bonne oxygénation aussi. Et l'hormone de croissance, peut-être qu'on peut aller plus loin au système nerveux, système endocrinien. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça d'intéressant. Tu parlais des tissus, ça, c'était intéressant, que par stimulation, en fait, ils devenaient de plus en plus performants. Oh, quelqu'un, Manon Claire qui se rajoute. On va lui dire bonjour. Bonjour Manon, laisse ton son s'il te plaît en mute, comme ça on n'entendra pas les trucs en arrière, mais tu es la bienvenue. Donc si les tissus par stimulation deviennent de plus en plus performants ou moins en moins performants, si on pense aux parois de la gorge, c'est la même chose pour tous les tissus dans le corps. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que, exemple, le squelette va se développer par impact. On a besoin de bouger, on a besoin de sport, on a besoin de stimulus dans la vie pour nous rendre plus performants. C'est comme ça. Sans stimulus, on se dégrade graduellement. Le poids du bébé que tu as parlé, qui influence la capacité respiratoire de l'enfant plus tard et conséquemment sur son développement musculaire, puis l'enfant est au mieux, ça sera. Bon, c'est peut-être plus un résumé. C'est super intéressant. Ma fille devrait naître aujourd'hui, en fait, ou demain, ou d'ici ce week-end. On l'a pesé, elle pesait 3,7 kilos. Pour une fille, c'est quand même bien. Elle va être, c'est très beau. 8,2 livres pour l'instant. Elle n'est pas sortie. Donc, elle est encore dans le pourcentile, mais c'est une bonne petite fille. Moi, je pesais 9 livres. Je suis un gros garçon aussi. Tu vois, elle a une belle capacité musculaire aussi. Et voilà. Donc, les gens qui consomment plus de fruits, j'avais jamais entendu parler de ça. Pour la capacité respiratoire, je ne sais pas si ça a un lien avec les vitamines, les antioxydants. S'il y a plus d'antioxydants. Oui, bien sûr. Moins de dégénération, moins d'inflammation. C'est très intéressant. C'est une des explications les plus vraisemblables. Hein. Ouais. Dernier petit point. Baisse de testostérone entraîne le ronflement. Ça, c'est dans ton sujet. Là. Ça, il y a plusieurs études en médecine fonctionnelle sur le cas. Quand il y a de l'hormonothérapie qui va se faire, on va voir, exemple, un remplacement hormonal au niveau de la testostérone. Les hommes, particulièrement, sont plus affectés par la dégradation de la testostérone, vont arrêter de ronfler, ou en tout cas avoir moins cette condition-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est plus que la testo est basse, plus que la masse musculaire va baisser aussi. Sinon, les stéroïdes n'existeraient pas. Donc, on commence à faire des liens entre un déficit respiratoire. On pourrait voir deux branches. Un déficit respiratoire qui entraînerait des ronflements, bon, par plusieurs mécanismes, là, c'est ton sujet, mais aussi une baisse de testostérone. Mais moins on respire, mais plus le cortisol augmente. Le cortisol augmente dans le corps. Le cortisol va... Le cortisol, il y a quelque chose qu'on appelle le cortisol steal. Ils veulent voler les autres hormones et les remplacer. Donc, il va tuer la testostérone, il va tuer plein de choses. Donc, le stress tue. Si tu veux, le déficit respiratoire qui s'installe donc progressivement entre 25 ans et la fin de la vie, si ce déficit, si la courbe elle est assez raide pour différentes raisons, en fait, ton corps va plus ou moins tout le temps être en surcharge de CO2. Plus ou moins, hein, je veux dire, on n'est peut-être pas au-dessus de la norme qui, là encore, lève le drapeau du médecin pour dire il y a une hypercapnie, mais avant l'hypercapnie, entre l'optimum et le diagnostic, il y a une tendance à l'hypercapnie. Et en fait, cette rétention de CO2, elle est activatrice de l'orthosympathique. Donc des hormones du stress. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un stress majeur pour le corps, la rétention de CO2. Clairement. Voilà. Je pratique ça maintenant dans la douche. Il faut dire que c'est très stressant. C'est pas plaisant, mais ça se conditionne. Bon. Je trouve ça intéressant. Donc, si on veut comprendre un petit peu cette histoire de régulation,
entre la fonction respiratoire et la fonction musculaire. Dans la précédente vidéo, dans la dernière vidéo qu'on avait faite, on avait discuté un petit peu des mécanismes de compensation du pH lié justement à une accumulation de dioxyde de carbone. Si tes cellules produisent plus de dioxyde de carbone, ça les intoxique, il faut que ce soit éliminé. Hein, ça fait partie des régulations de l'homéostasie pour maintenir la cellule dans un bon état de fonctionnement. Donc, et ça se produit chez tout le monde en vieillissant, on perd de notre capacité respiratoire. En perdant cette capacité respiratoire, on a une tendance un petit peu à l'acidité. Et cette tendance à l'acidité, eh ben, elle est compensée au niveau rénal par une rétention des bicarbonates. Donc, ce qui fait que dans le corps, tu as le CO2 qui augmente, tu as les bicarbonates qui augmentent par une augmentation de la fonction rénale pour compenser et maintenir un pH correct. Mais cette compensation du pH par les reins, elle ne fait pas disparaître le CO2 du corps. Donc, le CO2, il est quand même là en excès. On est d'accord? Oui, définitivement. Et il ne peut pas s'accumuler indéfiniment sans poser rapidement un problème vital. Hein? Donc, qu'est-ce que fait notre corps pour réguler ça? À partir du moment où notre organisme n'est plus capable d'éliminer le CO2 fabriqué par les cellules, c'est elles, les cellules les premières concernées. Les cellules, elles disent attention, je suis en train de m'intoxiquer. Je suis en train de m'intoxiquer dans mon CO2. Hein, nous, on dirait dans ma merde. Je suis en train de m'intoxiquer dans ma merde. Et elle dit stop, j'arrête de fabriquer du CO2. Or, le CO2, il est fabriqué pour générer l'énergie à partir en utilisant l'oxygène. La cellule, elle dit stop. Ça bloque le cycle de Krebs, le cycle de l'acide citrique, qui fournit de l'énergie en consommant de l'oxygène. Et donc, du coup, la cellule, à ce moment-là, va plus faire reposer son activité énergétique sur un mode de fabrication d'énergie qui n'utilise pas d'oxygène et qui ne génère pas de dioxyde de carbone, c'est la glycolyse. C'est les voies anaérobies, les voies métaboliques anaérobies qui aboutissent traditionnellement à la formation de lactate, d'ion lactate, qu'on appelle très souvent l'acide lactique. Ces deux formes de la même molécule, en fait. Alors, donc c'est là que du coup, il y a une dysfonction de la mitochondrie qui se met en place. C'est-à-dire que le fonctionnement idéal de la mitochondrie, c'est avec l'oxygène, mais dès lors qu'il y a des conditions qui permettent plus à la mitochondrie de fonctionner correctement, et notamment par l'accumulation de dioxyde de carbone, eh bien, la mitochondrie devient dysfonctionnelle. Et ça entraîne immédiatement comme conséquence, enfin à très court terme, une perte de la masse et de la force musculaire. Alors, comme ça, dans les cas de tous les jours, je veux dire, intuitivement, par ton expérience et ton savoir, hein, quelles sont les raisons qui te font perdre de la masse musculaire? On est d'accord, il y a l'âge. Ouais. En vieillissant, bon, il y a la modification des hormones. La fameuse sarcopénie, la sarcopénie, la perte musculaire associée à l'âge.
Mais sinon, quand est-ce qu'on perd de la masse musculaire? Évidemment, ben, tout ce qui perturbe le système endocrinien, là, les endocrino-disrupteurs. Sinon, Mhm. la nutrition, évidemment, la perte, Mhm. Mais le changement au niveau, dans la vie de tous les jours, je veux dire, mais le changement au niveau de les- l'alimentation, réduire l'exercice physique, évidemment, la demande en énergie au niveau des ça, muscles. voilà. Par Donc, exemple, si tu t'entraînes régulièrement, tu fais moins d'activité, tu es plus sédentaire. Je veux dire, ouais, c'est ça. la cause majeure, c'est l'immobilité. Ouais. Le système est paresseux. À Ce la qui, base, il faut ce, se rappeler, c'est le minimum d'effort, toujours. Si on arrête de bouger, hmm, la dépense énergétique baisse, puis le système va s'adapter à une demande à la baisse. absolument. Donc, une dégradation de ce qui est en place qui tire de l'énergie parce que le muscle est extrêmement énergivore versus du Hmm. gras. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller dégrader le muscle s'il n'y a pas assez de nourriture qui rentre ou pas assez de demande en énergie ou autre. Donc, si évidemment, j'imagine que le même principe, parce que le muscle n'a pas seulement besoin d'eau et de nutriments, il a besoin aussi d'air dans cette grande équation-là. La cellule, en fait. Donc, C'est le cœur du problème. C'est vraiment le cœur du problème. ouais. C'est-à-dire que, donc, je voulais t'amener, c'est l'immobilité, l'inutilisation musculaire, Mm-hmm. l'inactivité musculaire, c'est ce qui te fait perdre tes muscles le plus vite possible. Si tu es Mm-hmm. malade, que tu as un accident, que tu passes 3 semaines au lit, Mm-hmm. tu vas perdre au moins 25 à 30% de ta masse musculaire Mm-hmm. en l'espace de 3 semaines. Ça va très très vite. Hein. On te met un plâtre, hein, on t'immobilise un segment du corps hein, pendant quelques semaines. Quand tu retires l'immobilisation, le membre a perdu sa masse musculaire et sa force. Ouais. L'atrophie est très rapide. Là. Ce qu'il y a de plus catastrophique pour la fonction musculaire, c'est l'immobilité. Hein. Mm. Euh, alors, pourquoi je disais ça? Ben, ça fait partie des liens directs de comment que les gens peuvent perdre la masse musculaire, en fait. Là. C'était sur la porte que tu avais ouverte. Là. Hmm. Mm. Non, mais ça peut-être. Puis l'immobilité implique souvent de mauvaises oxygénation aussi. Hein. C'est des gens qui ne bougent pas, donc ne respirent pas. On respirer Hmm. plus superficiellement. Pourquoi respirer? Je suis assis sur une chaise, je fais rien. Voilà. Quand il faut Déjà, tendance à respirer à pleine il capacité, faut on comprendre, va. ça c'est ce que j'ai pas signalé dans le début, sur ce qu'influe sur la fonction respiratoire. On a donné les grandes lignes un petit peu au cours de la vie, mais la fonction respiratoire au quotidien, elle dépend aussi de ta posture et de ta position énormément. Définitivement. C'est Hein. ça. Et par exemple, on a d'une manière générale une fonction respiratoire qui est bien inférieure en position allongée par rapport à la position debout. Et Mhm. la position assise, on va être entre les deux. On a une fonction respiratoire qui est altérée par rapport à la position debout et qui est meilleure qu'en position allongée. Donc, si tu Mhm. passes 3 semaines allongé dans le coma, tu as une fonction respiratoire qui est réduite, tu perds tes muscles, tu bouges pas, tu as une perte de muscle à une vitesse grand V. Mhm. La position assise favorise le même processus à un rythme moins rapide, mais quand même relativement rapide. Et évidemment, le mieux, c'est donc d'avoir une activité la plus régulière possible. Et puis Ouais, limiter donc les phases d'immobilité autant que possible. je suis Voilà. tout à fait d'accord. Il faut comprendre, c'est que voilà, notre organisme, dans sa globalité, les grandes fonctions, ce qu'on appelle les grandes fonctions, les fonctions nobles de l'organisme, que sont la respiration, le fonctionnement cardiovasculaire et le fonctionnement musculaire et finalement le fonctionnement cérébral, hein, ces 4 paramètres-là, ça fonctionne vraiment tout ensemble, c'est complètement interdépendant, lié à la fonction mitochondriale. Et cette fonction mitochondriale, elle s'adapte au niveau du tissu musculaire et au niveau du tissu neurologique, du tissu Mhm. nerveux, pour matcher,
pour ne pas créer, si tu veux, comme c'est les cellules en consommant de l'oxygène qui balancent du CO2, la capacité d'éliminer le CO2 est vraiment le point clé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le système respiratoire n'est pas capable d'éliminer le CO2 produit par les cellules, elles disent je consomme moins d'oxygène et donc je diminue la masse musculaire et je diminue la consommation d'énergie au niveau du cerveau. Intéressant. Le système s'auto-régule, s'auto-adapte, s'auto-bride pour ne pas risquer de s'auto-intoxiquer. Donc, ça peut aller loin, là, en fait, là. Ça peut aller très loin comme porte, parce qu'en fait, si on peut faire un lien, exemple, si je vois plus d'un point de vue naturopathique, exemple, quelqu'un qui a une cellule intoxiquée à la base. Ouais, bon, on voit que Benjamin est content aussi, apprécie, il nous a fait un petit signe de al dente. Si la cellule vit dans un environnement qui est malsain, okay? Environnement intracellulaire, extracellulaire, peu importe, va être plus surchargée de toxines. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retomber dans le même problème que la respiration. La respiration aide à évacuer les déchets du corps. Ça, il faut le rappeler aux gens. Parce que c'est quoi le rôle de la cage thoracique, encore une fois? C'est d'extirper les muqueuses quand tu as une grippe. Tu vas tousser, tu vas extirper des déchets de tes poumons vers l'extérieur du corps par un mécanisme de on sort le tout. Comme quand on va à la toilette, on fait la même chose. Encore une fois, c'est encore un mécanisme de contraction qui expulse les déchets à l'extérieur. Quand on crache, c'est ça aussi. On ne crache pas ici, on est distingué, mais c'est toujours le même principe. Donc, la cellule veut faire la même chose, mais la cellule, sa membrane est sélective, elle va choisir. Quand elle ouvre la membrane, il y a des choses qui peuvent rentrer. Donc, elle doit calculer à chaque fois qu'elle ouvre la porte ce qui va rentrer en même temps. Donc, c'est là qu'il y a un calcul entre, par exemple, oxygène, CO2, bon, la fameuse pompe à protons. Elle doit toujours mesurer ce qui passe. Donc, est-ce qu'elle va prendre le risque d'ouvrir sa porte et de rentrer d'autres déchets qui viennent de l'environnement extracellulaire, le rentrer dans sa cellule? C'est là qu'elle va... Alors, en fait, t'as une... Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel du stress cellulaire, il est généré par les mitochondries elles-mêmes. Mm-hmm. Elles produisent de par leur fonctionnement et de par si tu veux, les mitochondries, c'est assez incroyable comme organite. Enfin, moi, je considère véritablement ça comme des organes de nos cellules, que je considère nos cellules comme des individus qui sont gérés par une structure organisée qu'on pourrait appeler l'État, par exemple, si on comparait à un pays. Hein. Les cellules, c'est l'individu, c'est lui qui envoie les informations là-haut, et puis là-haut, on essaye de faire ce qu'il faut pour que les cellules, ça se passe bien pour elles. On vient d'organismes unicellulaires. Hein. Fait qu'on peut définitivement dire que nos cellules, c'est des individus. C'était ça à la base. On pourrait en parler plus longtemps, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va aller en biogenèse. Tout ça pour dire que finalement, c'est vraiment... Mais ça se rejoint quand même, si tu veux. Mais pour être plus précis, ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner là tout de suite les facteurs négatifs sur la fonction mitochondriale. Donc, qu'est-ce qui nuit à la fonction mitochondriale? Bon, on a vu que la fonction mitochondriale, on en a déjà parlé, elle décline avec l'âge, hein, elle décline avec le stress oxydatif, hein, mais c'est bien souvent un excès de stress oxydatif qui est généré par la mitochondrie elle-même. Elle doit générer un certain stress oxydatif qui permet un bon entretien,
les mitochondries, c'est très, très adaptatif. Quand elles vont bien, elles se réunissent entre elles, elles fusionnent et elles constituent des grands cordons de mitochondries qui sont très efficaces. Et puis quand ça va pas bien, elles se fragmentent en mitochondries plus petites, moins efficaces. Et quand elles sont moins efficaces, elles génèrent plus de stress oxydatif. Je ne Et savais pas ça. en générant plus de stress oxydatif, eh ben, ça peut avoir des conséquences et aller jusqu'à la mort cellulaire, mais qui est générée et qui est plus ou moins même contrôlée par la mitochondrie. Ce qui nuit à nos mitochondries, ce sont les drogues. Les drugs, hein, ça inclut les médicaments, en particulier Ouais. les antibiotiques. Les pesticides. Ouais, c'est ça. Les gros environnements, ça. Les pesticides, Monsanto, le tabac. Hein, le tabac, ben, on n'est pas surpris puisque ça affecte la fonction respiratoire. Et comme on l'a vu, tu diminues ta fonction respiratoire, tu diminues ta fonction musculaire. C'est arithmétique à ce niveau-là. Fonction respiratoire diminue, diminution de la fonction musculaire. Il faut le voir de manière quasiment arithmétique. Hein. C'est 1 + 1 = 2. Le tabac, donc la pollution de l'air également, hein, nocive, favorise la dysfonction mitochondriale, le manque de sommeil, l'inactivité physique, on l'a déjà évoqué, hein, les hormones du stress, cortisol. Et puis une faible oxygénation ou bien un niveau important de CO2. Hein. Un faible niveau d'oxygène ou un haut niveau de dioxyde de carbone est également particulièrement nocif à la mitochondrie. Donc ça, vraiment, ce sont, tu vois, et ce sont, bah, voilà, quand on regarde, même, je veux dire, dans l'esprit général des gens, on sait très bien que voilà, que c'est pas bon de fumer, que la pollution de l'air, c'est pas bon, les pesticides, c'est pas bon, ne pas dormir suffisamment, c'est pas bon, et ne pas faire d'exercice ou passer trop de temps en inactivité physique, c'est pas bon. On le sait tous. Mais voilà, il faut comprendre que ça vient de nos mitochondries qui contrôlent, qui régulent la consommation d'oxygène permise en fonction de ta capacité respiratoire. Ils régulent le fait de ne pas consommer une quantité d'oxygène qui risque de générer une quantité de dioxyde de carbone que ton corps ne pourrait pas éliminer et donc que tes cellules ne pourraient pas supporter et ce qui les mettrait en danger. C'est intéressant. On revient un peu. Quand il y a eu le COVID au début, il y a eu plusieurs théories qui sont venues. Bon, on en a parlé vaguement la dernière fois, là, mais que c'était la cellule qui avait la difficulté à prendre son oxygène versus vraiment un déficit de la mécanique respiratoire au niveau du système musculaire respiratoire. Vu que les gens n'avaient pas de muqueuse, donc c'était pas tant viral que ça. Hein? C'était pas des gens qui toussaient et qui crachaient. Hein? C'était des gens qui agonisaient parce qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'air qui rentrait dans leur corps. On pensait plus à un épuisement au niveau de l'absorption qui était mal fait. Bon, en gros, pour aller vite, la communication des gaz entre l'extérieur et la cellule, ça franchit plusieurs étapes. Il y a d'abord la mécanique ventilatoire, le fonctionnement de la pompe pour faire circuler l'air entre les poumons et l'extérieur. Donc ça, qui implique évidemment en premier lieu la fonction musculaire. Hein. C'est pour ça que vraiment, il y a une boucle rétroactive entre la respiration et nos cellules, parce que les deux sont en interaction. La respiration enfin, entre les muscles, entre la respiration et les muscles, puisque la respiration conditionne les muscles et les muscles conditionnent la respiration. C'est ça, c'est un couple, ils n'ont pas le choix.
Le- Et Mais on disait quoi juste avant? on parlait en fait de comment que la cellule pouvait absorber en fait l'oxygène. C'est peut-être un Ah problème au oui, niveau de oui, l'absorption oui. Donc, cellulaire. tu as, le fonctionnement mécanique de la pompe, déjà, pour faire Mhm, circuler l'air entre mhm, l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, tu as le phénomène d'échange, de diffusion au niveau du sang à travers la paroi, à travers les capillaires sanguins pulmonaires. Hein. mhm. C'est-à-dire que là aussi, par exemple, quand tu as une accumulation de CO2, ça donne une tendance ça donne une tendance à l'œdème pulmonaire. Il y a une moins bonne résorption. Tu as un petit peu d'eau dans les poumons, si tu veux. Et donc, du coup, ça empêche les gaz de bien circuler entre les alvéoles pulmonaires et le sang, tu vois. Donc, Mhm. tu peux avoir une très bonne ventilation et pour une raison X ou Y, avoir finalement un mauvais échange entre les poumons et le sang au niveau des gaz. Tu vois, ça Ça, peut être exact. altéré à ce niveau-là. Ensuite, tu as la circulation dans tout le réseau cardiovasculaire, hein, qui, lui, est chargé donc de transmettre le sang frais aux cellules, de charger les déchets et puis de les ramener aux poumons. Et donc là, du coup, c'est influencé par la qualité de la vascularisation des tissus, la qualité de leur perfusion sanguine. Il faut que le sang arrive jusqu'au tissu. Une fois arrivé au niveau des tissus, tu as encore là une notion d'échange des gaz entre le sang et les cellules. Et puis encore la même chose, et puis le retour au poumon avec les déchets. Donc évidemment, tu as plusieurs étapes. Hein, si on prend la respiration comme une fonction très globale qui inclut la ventilation, les échanges gazeux avec le sang, le transport du sang, les échanges avec la cellule et le retour au poumon, là on a la fonction respiratoire dans sa globalité qui inclut la respiration cellulaire qui se passe au Mhm. niveau de nos mitochondries. Et donc, tout ça, c'est une seule et même fonction. Et cette fonction respiratoire, elle est complètement associée à la fonction mitochondriale et notre fonction musculaire et nos fonctions cognitives et cérébrales sont aussi complètement associées et dépendantes de notre niveau de fonctionnement mitochondrial. Magnifique. C'est drôle parce que j'ai un contact en Angleterre en ce moment. C'est un docteur canadien, en fait, qui habite en Angleterre en ce moment. Il fait des soins là-bas. Il est docteur et neurologue. Puis quand il est arrivé avec les trucs avec la COVID, on va te répondre tout de suite après, Benjamin. Euh, je lui ai parlé bon, des mécanismes de la respiration, puis qu'est-ce que je faisais, puis tout ça. Puis il a dit, ben oui, c'est ça, on va donner des gens, à tout le monde de la planète, des exercices respiratoires pour sauver les gens de la pandémie. Ben oui, on aurait dû, effectivement. Si c'est un problème au niveau de l'oxygénation cellulaire, ça aurait été le mieux à faire pour faire de la prévention comme ça. Mais eux, ben, les gens, un petit peu, qu'est-ce qui arrive, c'est dans le domaine, ils mettaient les gens sur des machines, ils forçaient le corps à prendre de l'oxygène. Mais le problème, c'est toujours au niveau de la cellule qui était problématique. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils puisaient le système encore plus. Puis là, finalement, ils ont changé les règles. Là, ils donnent de l'oxygène aux gens pour qu'ils aillent mieux. Puis là, ils se rendent compte que les résultats sont beaucoup meilleurs. Mais au final, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est faites respirer les gens, optimiser les mécanismes de la respiration des gens. Et en même temps, ben, il y a des productions au niveau des lymphocytes qui vont se faire, puis il y a plein de choses qui vont se faire. Mmh, mmh. Circulation de la lymphe qui fait partie de l'immunité. Mais les gens, le problème, c'est qu'ils vont toujours se dire c'est une médication qui irrite tout, c'est un virus. Ils oublient que le corps, en fait, c'est une merveilleuse machine qui est faite pour s'autoréguler et se défendre. Mais complètement, mais c'est. Faut juste Et qu'elle fonctionne. alors d'ailleurs, euh, je vais parler maintenant avant que j'oublie. Oui, vas-y. On On- va répondre à Benjamin. il y a il y a des choses, il y a des choses, si tu veux. Là, je suis tombé des nues là, ces derniers temps suite à certaines lectures qui ont complètement remis en cause des croyances profondes que j'avais et que tout le monde a. Hein. Notamment sur le lactate, acide lactique, Mhm. également sur les réactifs oxydants. Euh,
qu'on considère généralement le lactate et les réactifs oxydants, les radicaux libres, comme des déchets toxiques qu'il faut éliminer. Mais voilà, comme des déchets de fin de chaîne, voilà, qui sont juste toxiques et qu'il faut éliminer. En fait, c'est intéressant, ils peuvent être recyclés en énergie. C'est pas ça. Le lactate, oui. Le lactate, c'est un substrat énergétique, un substrat nutritif qui alimente les mitochondries. Et il y a une communication entre les cellules et les poumons qui se fait via les taux de lactate et de pyruvate. Notamment le ratio lactate-pyruvate va déterminer, en fonction de certaines conditions, des échanges et une communication, un échange entre les cellules et les poumons directement. De sorte que les lactates ne sont pas qu'un déchet et les ROS, les réactifs oxydants, les substrats oxydants ne sont pas que des déchets, ce sont aussi des messagers. Ce sont des informateurs, ce sont des molécules de communication entre les tissus. Et par exemple, dans certaines conditions, les poumons vont transformer du lactate en pyruvate. Non, c'est le contraire. Vont transformer du pyruvate en lactate pour améliorer et faciliter le fonctionnement des cellules. Ça, c'est incroyable. Wow. Ça, c'est incroyable. Quand on parle de merveilleuses machines homéostatiques, c'est incroyable. C'est des grandes prouesses comme ça qu'elles font. Je finis les points de mes notes. Tu me laisses 2 petites secondes pour Benjamin, s'il te plaît. Benjamin a dit « Je vois depuis 1 an de mes proches souffrant d'un problème respiratoire qui a perdu une masse musculaire de façon dramatique. La seule réponse qu'on lui propose, ce sont des compléments alimentaires protéinés. Je comprends mieux. Voilà. Il faudrait lui permettre de s'oxygéner régulièrement. Évidemment, cependant... Merci Benjamin. Tu confirmes que j'avais raison de vouloir faire cette vidéo. Ça va apporter des réponses à pas mal de choses. Mais ouais, la nutrition est quand même pas négligée, c'est quand même intéressant. Ah bien évidemment. L'exemple, la protéine va lancer le foie. On a besoin de 30 grammes le matin de protéines pour activer le foie, qui lui va servir à détoxifier l'organisme. Moins que l'organisme est toxique, plus que la cellule a une capacité à fonctionner optimalement. On avait dit que la cellule baigne dans son environnement. Donc, le déterminant, ça montre le stress aussi, le cortisol. Le déterminant de toutes les autres fonctions, de tous les organes, le déterminant, ce qui est la clé du bon fonctionnement général, il n'y a pas à tortiller, c'est la fonction respiratoire. C'est la fonction maître, la fonction respiratoire dans sa globalité, comme on l'a expliqué en impliquant la chaîne respiratoire mitochondriale. On le voit, si on se retient à respirer, c'est pas très long compagnie. Ça va très vite. On peut se retenir pour boire de l'eau pendant quelques temps, on va avoir soif. La faim, même chose, mais arrêter de respirer, tu peux pas faire ça une journée de temps. Tu peux pas faire un jeûne de respiration de 3 jours, oubliez ça, les amis. Alors d'ailleurs, bon, voilà, je l'évoquais un petit peu au début, comme ça. Tu vas avoir des gens qui vont aller travailler à la salle, qui vont se faire de l'exercice, qui vont se donner de la peine, etc. Mais s'ils n'ont pas une capacité respiratoire qui est capable de suivre, le corps, il va brider. Il va brider le développement musculaire pour se protéger. Et alors le gars, il dit merde, je prends pas de volume, je vais avoir l'air d'un guignol à la plage devant les copains, je vais aller bouffer des trucs. Voilà. Pour prendre le nouveau supplément en vogue. Tu vas finir par trouver des produits qui vont te faire prendre ta masse musculaire, mais qui vont pas forcément te donner la fonction respiratoire qui devrait aller avec. Puis combien de temps? Ça ne tiendra pas non plus. Si le volume respiratoire dès que tu arrêtes, je veux dire qu'une masse musculaire, ta masse musculaire naturelle, elle doit être adaptée à ta fonction respiratoire. Et si tu veux sainement
développer ta masse musculaire, il faut avant tout développer ta capacité respiratoire. C'est essentiel et j'ai l'impression que globalement, les gens ont plutôt tendance à faire les choses à l'envers et il me semble bien que d'une manière générale, les bodybuilders, ils ont le cœur qui lâche assez jeune. Hein. Ben, c'est sûr, c'est trop de demandes juste au niveau sanguin à pomper ça, alimenter les muscles. Là. Moi, je le sais. Moi, je suis pas un petit garçon à la base, j'ai un gros gabarit, mais je le vois dès que mon poids change, je le vois dans ma capacité respiratoire. J'attache mes lacets, puis je sens que je ne respire pas pareil. Je retiens mon souffle, je viens étourdi, ma pression change artérielle, tout va à la barre, je ronfle, il n'y a rien qui va bien. Là. En ce moment, j'ai 15 livres de moins que la dernière fois que tu m'as vu. Puis j'en ai encore un peu à perdre, là, je dirais. J'ai perdu de la masse musculaire, mais je suis dense. Je le sens que, sans vraiment m'entraîner, je fais que de la rehab, mais je me sens bien. Là. C'est ça qui est important. Là. Ben, Mais pourtant, ouais. Donc, c'est en progrès. Mais qu'est-ce que je fais? C'est ma respiration, je le fais tous les jours. Mes exercices de ligne, je les fais tous les jours. Mon exposition au froid, je le fais tous les jours. Qu'est-ce que je fais? C'est que je fais la base, l'essentiel. Si je serais un être humain, il faudrait que j'aille chercher ma bouffe. Ben, je ferais toujours un peu de sport chaque jour pour me nourrir. Et je n'aurais pas non plus accès à l'eau chaude non plus. Donc, je serais en exposition au froid. C'est un retour aux sources qu'on fait graduellement. Puis c'est de plus en plus à la mode, ça. On a eu quelques pionniers dans un sujet que je crois qui ont bien influencé ça, mais ça fait aussi partie des lignes directrices directement de l'Institut de performance. On s'en va vers là. On veut ramener l'homme dans l'humain. Puis, exemple, les formations avec toi, c'est la même chose, ça fait partie des priorités. Puis quand j'évalue l'ordre de couple, qu'est-ce qui s'en vient pour nous, c'est est-ce que je veux que les gens se performent ou ils doivent apprendre à respirer avant? Puis je mets ces cours-là plus en priorité. Malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas apprendre sur le système respiratoire, ils sont dans l'erreur. Si tu veux, si tu prends pas la respiration comme la priorité qui va conditionner le reste, tu vas le payer, tu vas le payer derrière. Tu vas le payer. Déjà, il va falloir prendre des substances, des compléments plus ou moins naturels, etc., qui vont poser des problèmes. Et puis tu en es complètement dépendant, puisque du coup, tu veux conserver ta masse. Si tu arrêtes, ton organisme, lui, il va reprendre ses mécanismes naturels d'homéostasie. Il va vouloir te faire réduire ta masse musculaire, ce que toi, tu veux pas. Donc c'est toi-même qui as la volonté de lutter contre les mécanismes de régulation que ton corps a pour se maintenir en bonne santé. Quoi. C'est de la folie. C'est de la folie. Je mixais les deux, au pire. Non, mais il faut juste la base. Si on veut être logique, voilà. Moi, je dis très bien, tu veux prendre de la masse, super. Mais travaille en parallèle ta masse et ta capacité respiratoire et ta fonction respiratoire. Faut travailler les deux. Si tu ne travailles pas les deux, et à un moment, il va y avoir un problème, c'est sûr. Quoi. C'est comme construire une maison. On a besoin que la base soit solide. On a besoin voilà. que c'est pas le temps de penser à la ventilation, à l'électricité et à la plomberie une fois que les murs sont fermés. Les dernières notes que j'avais, c'était pour redonner les premiers signes de déclin respiratoire. Hein. C'est-à-dire que les signes qui doivent t'alerter ou qui doivent te donner un petit signal d'alerte en te disant va peut-être falloir faire un petit peu plus d'exercice physique ou peut-être changer certaines habitudes de vie. Après, à chacun de voir avec les éléments qui les concernent les uns les autres. Et les premiers signes de déclin respiratoire et de déclin mitochondrial et donc musculaire, le premier signe, c'est la fatigue. La fatigue, l'anxiété, une qualité du sommeil qui se dégrade, les troubles de la mémoire, un essoufflement de plus en plus facile. Et puis ensuite, tu as les symptômes
qui traduisent déjà un état de stress plus important, enfin et une évolution avec une hypertension artérielle installée et puis progressivement une fonte musculaire qui va s'accentuer. Une résistance à l'insuline, prise de gras autour des hanches, tout ce qu'on a. C'est des mécanismes qui sont tous très, très liés les uns avec les autres, effectivement. Et qui fait que finalement, aujourd'hui, si tu regardes les études, ça, ce qui est génial dans les méta-analyses aujourd'hui, c'est que ça nous permet de vraiment de faire des observations et de faire des liens statistiques sur des choses qui n'auraient pas forcément été évidentes comme ça intuitivement. Et aujourd'hui, la santé, le déterminant, le facteur le plus important pour valider ton état de santé, c'est le CRF. Le CRF, Cardio-Respiratory Fitness, qui est mesuré par la VO2 max. Okay. Donc, c'est respiratoire et mitochondrial. La VO2 max, c'est limité par ta capacité ventilatoire, ta capacité à apporter de l'oxygène à ton corps, et puis c'est la capacité de tes mitochondries à l'utiliser pour produire de l'énergie. J'avoue, c'est intéressant. Comme lien, c'est pas un test de cardio. Là. Es-tu capable de courir 5 km? Il s'en fout. Il va savoir que est-ce que, comme un être humain, en fait, es-tu capable de courir le plus rapidement possible là? Puis combien de temps? Donc, c'est le meilleur exemple de ta vie est en danger. Toutes les maladies chroniques, la plupart, la grande majorité des maladies chroniques, y compris celles qui tuent le plus, sont toutes associées à une baisse de la VO2 max, à une baisse de la fonction respiratoire et à une baisse de la fonction mitochondriale. C'est pas qu'une question non plus aussi d'avoir des beaux muscles pour aller à la plage. C'est aussi véritablement une question de santé. Donc l'exercice physique, c'est fondamental pour la santé. Et aussi bien notre santé que notre bien-être physique et mental est complètement dépendant donc de notre fonction respiratoire, puisque, comme vous l'aurez compris, si la fonction respiratoire est limitée dans sa capacité d'éliminer le dioxyde de carbone, ça va entraîner un affaiblissement musculaire en priorité et en deuxième temps, quand le corps n'aura plus suffisamment de latence pour réduire sa fonction musculaire parce qu'elle aura déjà été réduite à son minimum, eh bien, il va s'attaquer aux neurones qui vont être les deuxièmes plus gros consommateurs d'énergie après les muscles. D'où les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, les scléroses multiples et voilà, il y en a à l'appel. Tous les syndromes dépressifs, l'anxiété, quasiment toutes les maladies mentales et toutes les maladies chroniques ont pour point commun la baisse de la fonction respiratoire et la dysfonction mitochondriale. Un exemple facile qu'on peut donner peut-être pour les gens, c'est imaginez, vous venez de courir, vous êtes essoufflé. Vous avez l'impression que ouais, je ne reviens pas. Je reste essoufflé, là. J'ai de la difficulté à revenir. Mais imaginez que si votre organisme, constamment, il est dans cet état-là, chacune de vos cellules, parce que vous respirez jamais assez bien, puis qu'il doit lutter contre un virus, une maladie, la fatigue chronique, un stress chronique, peu importe. Donc, imaginez votre organisme, c'est comme s'il est complètement essoufflé tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux? C'est qu'on est capable de réoxygéner la cellule. Et le muscle, ça va être la même affaire. Il va y avoir un afflux de sang qui va aller là avec de l'oxygène. Puis le muscle va, retourner à une étape optimale. Mais si votre cellule est constamment bombardée, ça peut être de champs électromagnétiques, de mauvaise nutrition, de mauvais sommeil, de peu importe quoi, comment qu'elle va retourner de façon optimale? Si elle n'est pas optimale, elle ne peut pas se défendre. Elle est déjà faible. Si vous êtes épuisé, avez-vous le goût de vous chamailler après?
Hein, vous êtes déjà soufflé, puis là, votre copain, hey, il commencerait à vous provoquer. Avez-vous le goût de vous battre? Là? Non, c'est impossible. Donc, il n'y a aucune façon que votre organisme va gérer des stimulus de plus. Exemple, une maladie qui est en formation. Ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que la cellule va plier l'échine. Mettons que la cellule a une échine, puis elle va se laisser manger, puis elle va se laisser bouffer. On est exactement dans le même processus d'adaptation, sauf que tu peux l'expérimenter effectivement de manière quasiment immédiate avec l'exercice physique, c'est-à-dire que Ouais. tu mets ton corps dans une situation d'hyperproduction d'hyperconsommation d'oxygène et hyperproduction de CO2. Tu vas pas pouvoir, tu vas être limité dans le temps pour maintenir ce rythme-là, justement par des mécanismes d'adaptation et de protection. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ton corps, il dit stop, faut arrêter de consommer de l'oxygène, je vais pas supporter, tu vois. Il te dit là, faut plus. Quand tu vois les gens qui terminent des Iron Ironman, Man. tu les vois des fois bien avant la ligne d'arrivée, d'accord, mais qui s'écroulent, quoi, qui sont voilà, ils franchissent la ligne d'arrivée parce qu'ils ont eu le mental qui les a Mhm. poussés, mais le corps il dit stop, faut tout arrêter, il dit stop, Ça, arrêtez. Bon, mais ça fait pas des athlètes qui durent longtemps. ça C'est se ça qui fait se de la passe. même manière au petit à petit, à petit feu, avec des mauvaises habitudes de vie et toutes les maladies dont on meurt le plus alors aujourd'hui et dont on souffre le plus et qui nous gâchent le plus la vie, comme la fatigue, l'anxiété, le stress, la dépression. Euh, voilà, c'est ça qui te gâche la vie et on ne le mesure pas, mais dans beaucoup de cas, eh bien, c'est dû à une fonction respiratoire à la base qui est affectée et qui décline. Voilà. Plus ou moins On, vite en fonction évidemment de tes habitudes de vie. on parle on parle d'un athlète, c'est un bon exemple, l'athlète de longue durée, des athlètes longue distance comme ça, des athlètes d'endurance. C'est un peu débile, bon, des Ironman, etc. Là. C'est les meilleurs exemples qu'on peut donner. Ça Si dépend de ta capacité. mais les muscles, s'ils lâchent, euh, tu dégrades musculairement si tu manques d'oxygène. Bon, on s'entend que ça veut dire que les muscles commencent à se désactiver en dégradant graduellement. Et puis accès à toutes ces fibres, convenablement. Il n'est pas capable de produire le même effort. Donc, la capacité, la capacité va baisser. Un athlète, par exemple, un marathonnier, va courir sur un rythme. C'est pas un athlète qui va Hmm. sprinter. Donc, il est sur un rythme assez confortable. Hmm. Donc, il va moins réaliser qu'une perte de performance au niveau musculaire. Mais qu'est-ce qui se Hmm. passe? C'est qu'à la fin, s'il se blesse, est-ce que c'est réellement parce qu'il y a un abus, une asymétrie de pression dans sa course ou les muscles qui commencent à désactiver, à plus faire le travail convenablement, là, la structure va commencer à souffrir? Ça, Ah ben c'est c'est quelque chose ça, qui peut être c'est ça. intéressant à se poser comme question. D'un point Bah, de vue de rehab, oui, et puis enfin, c'est médié chimiquement, ouais. notamment par l'acidose, l'acidose, le déchet, le CO2. La respiration ne sera pas juste bonne pour la respiration. Même si on est le meilleur Mais si thérapeute tu veux, manuel au monde, au cours de son effort, de toute façon, il y a une fatigue qui va s'installer parce que la fabrication d'énergie génère des radicaux libres, que ces radicaux libres, il faut que le corps soit capable de les générer. Ça, c'est pareil. Pour fabriquer euh, des enzymes antioxydantes, euh, il y a une capacité de fabrication qui est limitée. Donc, si tu fabriques beaucoup plus de radicaux libres que d'antioxydants, il y a une accumulation qui va générer un désordre, des problèmes structurels et mm-hmm. qui fait que même l'effort d'endurance, il conduit petit à petit à une certaine fatigue
et un sentiment d'effort musculaire qui est de plus en plus important et de plus en plus difficile alors que tu développes une force de plus en plus faible. Et c'est des phénomènes qui sont bien observés chez les gens qui grimpent en altitude. Les gars, ils sont entraînés, hein, tu sais, avant, quand tu pars pour aller monter l'Everest, tu te prépares des mois et des mois, des mois à l'avance, tu vois. Et, les gars, ils arrivent avec des conditions physiques de malade mental. Et plus ils montent, et puis moins il y a d'oxygène. Et à ce moment-là, bah, tu as un dysfonctionnement qui se fait, ils perdent de la masse musculaire et ils perdent de la force musculaire. Ils sont plus du tout capables de fournir le même effort. Ils ont l'impression de fournir le même effort parce que c'est même plus difficile, parce que c'est plus difficile, mais le fait de monter en altitude, ça te fait perdre de la force et de la masse musculaire. Une chance qu'il y a plus de globules rouges dans le sang chez ceux qui font du travail en altitude parce que c'est les meilleurs transporteurs d'oxygène, mais il n'y en a juste pas dans l'air. Donc, il y a juste le Yeti, je crois, qui est adapté, qui a une belle masse musculaire, qui vit en montagne. Connerie. Non, mais j'aurais des choses à dire aussi sur les globules. On va pas trop partir dans tous les sens. Je pense qu'on a déjà duré assez longtemps. Peut-être regarder si nos spectateurs ont des questions, c'est peut-être, ou si toi, tu as d'autres questions à avoir par en rapport fait, à tout ça. je vais parler je vais répondre à Benjamin tout de suite après, je ne veux pas oublier. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Même moi, je suis formé là-dedans en performance athlétique. J'ai fait ma naturo, j'ai tout fait, je comprends bien. J'ai fait des formations pour les athlètes au niveau. Puis qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être, bon, exemple, un marathonien, tu peux lui donner de la mélatonine qui va aider à baisser son cortisol. Là, on apprend des posologies, en fait, à donner sur des gros dosages de mélatonine 2 jours avant pour amener la personne en mode pratiquement d'endormissement avant qu'il fasse son marathon pour éviter que son cortisol monte trop haut, puis que ça crée de l'inflammation, puis ça crée une baisse de performance. On prépare le corps chimiquement à ça. On va préparer aussi le corps avec les entraînements. On va utiliser de la vitamine C comme antioxydant après l'entraînement pour contrebalancer justement les déchets cellulaires, comme tu parlais, les radicaux libres. Mais on va toujours parler, encore une fois, de qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils. On ne parle jamais de comment on peut ramener de l'oxygène dans la cellule. On veut juste gérer les déchets puis la nutrition. On ne veut jamais gérer les mécanismes d'absorption, comment que l'oxygène peut aller dans la cellule. Oui, on peut parler des masques ou des trucs pour forcer le travail en altitude, mais il n'y a pas assez de travail qui est fait avec ça. Je pense que Benjamin a une belle solution aussi. Il a dit pour une reprise de masse musculaire, on veut de l'activité physique de type aérobique, une nutrition adaptée, une oxygénation par des exercices style Wim Hof. Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment de vraiment s'entraîner. L'exercice physique pour la fonction mitochondriale, en tout cas, hein, pour aller dans le sens d'une amélioration de la fonction mitochondriale, ce qui semble le plus efficace, c'est les exercices d'intensité faible à modérée, plus que les exercices à haute intensité, qui pourraient même avoir un effet contre-producteur. Donc vraiment le maximum de bénéfices pour le reconditionnement, hein, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve ça désolant de voir que y a des gens qui veulent se reprendre en main, se remettre en santé, qui sont prêts à faire des efforts, qui s'achètent une paire de running et puis qui malheureusement vont faire n'importe quoi et puis se dégoûter ou se blesser après 2 ou 3 essais si c'est pas dès la première fois, et avant d'abandonner définitivement toute volonté d'exercice physique, alors que c'est vraiment, vraiment l'essentiel pour se maintenir en bon état, quoi. Donc, c'est vraiment de pratiquer à son niveau. C'est pas important d'être performant. Ce qui est important, c'est d'être actif. Voilà. Faut se comparer à soi-même. Et puis, faut pas chercher à vouloir être le meilleur. Tu deviendras le meilleur de ce que tu peux être en t'entraînant régulièrement et progressivement. Mais d'aller chercher la performance
avant d'en avoir les moyens physiques, c'est complètement ridicule. Voilà. Bien d'accord. Et voilà, la rehab a bien meilleur goût. Il faut normaliser son système. C'est ça l'important. Avant de commencer à parler de performance, nous, c'est pareil à l'Institut, il y a des gens qui nous poussent, qui ont hâte qu'on développe nos formations côté performance. Alors, ils attendent, finalement, ils vont dans d'autres écoles. Mais je dis, pourquoi je vous enseignerai à performer? Vous n'êtes même pas apte vous n'avez même pas de bonne survie en ce moment. Vous sortez de la survie, vous amenez vers une normalité, puis ensuite, on va vous amener vers une optimalité. C'est vraiment comme ça qu'on travaille notre cursus de cours. C'est que les niveaux plus avancés, ça va être réservé aux personnes qui comprennent comment guérir une personne, l'amener de la survie vers la normalité. Puis là, maintenant, on va lui donner des fonctions. C'est quoi qu'on fait là? Un coup que c'est guéri, c'est comme dire, ah, je veux faire du muscle, mais je suis déchiré, j'ai le tendon du biceps cassé. Je veux grossir mon biceps. Mais il faudrait peut-être rattacher ton biceps puis faire une rehab. Non? Ah non, je veux tout de suite un gros biceps. Non, ça n'aurait pas de sens d'un point de vue bodybuilding. Mais on veut faire ça avec toutes les sphères de notre vie. Le synthol, le synthol. Oui, c'est ça. J'ai de la belle huile. Ouh, Monsieur Ballon, trop mignon. Bon, ben excellent, c'est génial. Merci beaucoup à notre auditeur qui est présent et les autres qui vont écouter sur les médias sociaux. Comme on l'a dit quelques fois dans le truc, on prépare une formation sur la respiration, les mécanismes de respiration et évidemment les liens dans le corps. En fait. Si on n'a plus qu'une seule personne qui est avec nous, peut-être qu'il faudrait l'inviter, peut-être qu'on puisse parler moins. Enfin, si ça te dit, Benjamin. C'est peut-être Benjamin, tu as envie de parler avec nous. Rejoins-nous, puisqu'on est en petit comité. Bonjour, messieurs. Salut. Bonjour. Je te vois pas, par contre. Non, il est dans le noir. Attends. Il est dans le noir le plus absolu. Tac. Ah. Je n'y arrive pas. Il me refuse. Impossible d'accéder à la caméra. Bon, bah. Je vais cliquer dessus. OK, c'est peut-être sur ton appareil. C'est bizarre. Oui, il faut aller dans les paramètres, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est bizarre. Écoute. OK. T'as appris des choses qui t'intéressent? Ouais. J'ai appris des choses. Oui, si. Ou réaffirmer, je pense que peut-être que je l'avais su avant, mais je ne me rappelle plus. Mais bon, non, mais ce qui est super sympa, c'est que ça m'a permis ça a tout de suite matché en fait avec des expériences, que ce soit d'un point de vue médical, par rapport à des proches, à une proche par exemple qui souffre, comme je vous disais dans l'exemple, de maladie d'un problème respiratoire qui n'arrive pas à être résolu et qui, au fur et à mesure, perd une masse musculaire assez impressionnante, même dramatique, voire même pendant un moment presque fatale. Et en fait, la seule solution qu'on lui donne, c'est des protéines. Et ça, je trouve ça... Voilà, c'est que des compléments alimentaires. Ça n'a pas de sens. Voilà, et on se rend compte que quand elle bouge, voilà, plus elle fait d'activité physique. Et moi, pour moi, c'est pas une surprise. Elle se sent mieux, mais elle n'en fait encore pas assez. Et puis derrière, j'essaye de lui dire de faire des activités, de lui montrer des activités d'oxygénation, que ce soit par exercice style Wim Hof, ou pourquoi pas, on pourrait presque penser de renforcement de la capacité respiratoire. Il y a des exercices spécifiques pour renforcer les muscles respiratoires. Et voilà, en associant une activité physique légère, régulière, associée à un travail sur la respiration, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de l'aider. C'est quoi tu fais, Benjamin, dans la vie? Moi, je suis de métier, on va dire. Je gagne ma vie en étant formateur en EPS et en prévention santé dans un centre de formation des apprentis du bâtiment. OK. Voilà. Donc, je fais tout ce qui est lié à prévention des risques et activités physiques dans les métiers du bâtiment. C'est des gamins de 16 à 20 ans qui apprennent leur métier. Et puis aussi, je fais un peu de conseils. Je suis formé là, en préparation athlétique. Et puis voilà, là, je me lance un petit peu dans tout ce qui est conseil par rapport aux préférences motrices et ainsi de suite. On va certainement se voir dans un an en France le 2-3 juin 2021 au Troc des Talents. Je ne sais pas, tu seras peut-être... je suis programmé. Moi, je suis programmé, ouais. Et ben, moi aussi. Ouais. Donc, en intervenant aussi... il m'en a pas parlé. Avec Anthony, ça?
Ouais. Oui, avec Anthony, ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Faudra venir, Nicolas. Faut qu'il m'en parle. Je lui fais peur. Je lui fais peur. L'Institut grossit trop, là. Anthony a peur de nous. Non, puis Je voilà, taquine. donc après, même, voilà, ça m'a aussi fait penser à une intervention que j'ai fait auprès d'un sportif de haut niveau en kayak en ligne, où voilà, il y a ce problème de posture, où il s'entraîne toujours assis. Ouais. Ça revient à ce que tu disais. Et c'est marrant parce que quand je suis intervenu sur lui, il m'a appelé pour il me dit voilà, j'ai un manque de sensations. Dans 2 semaines, j'ai toute ma série de championnats du monde, de championnats d'Europe, ainsi de suite. Et en fait, en faisant les tests de préf motrice, ainsi de suite, je lui ai toujours tout de suite dit ben ouais, au niveau respiratoire, c'est une catastrophe, quoi. Sur les tests d'INSPI-EXPI, il s'est retrouvé, mais il avait une expiration qui était mais de quelqu'un de malade, quoi. C'était ou une inspi. Je dis, mais il y a un souci. Et bon, c'est un profil qui est un peu particulier. Et au bout d'une demi-heure, il me dit, tiens, je repense à ce que tu m'as dit. En fait, il y a un mois, j'étais voir un pneumologue parce que j'ai du mal à respirer. Et voilà. Et lui, et je me dis, bon, il a 36 ans, une grosse 15 ans de carrière à très haute intensité. Et on se rend compte que, si je lui dis, faut que tu libères ta respiration. Et puis après, il y avait un problème aussi. Et bon, ça a libéré aussi sa coordination. C'était un problème de propulsion, ainsi de suite. Et c'était intéressant. Mais lui, il ne travaille jamais sur la respiration. Il m'a dit, de ma carrière, je n'ai jamais travaillé sur la respiration. En étant sportif de haut niveau, quoi. Ouais. Et ça, c'est il se bouffe des grosses séances de renforcement musculaire. Et derrière, ici, il va aller courir, mais que sur des grosses intensités. Voilà. Si on regarde le diaphragme, c'est le premier mouvement du corps. Respirer. Puis c'est aussi le premier stabilisateur qui est relié à cette structure dans le corps qu'on s'occupe dans la formation de l'éducation sensorimotrice, mais tout bouge avec le diaphragme dans le corps. Mais lui, il est en bois, son diaphragme. C'est incroyable. Il ne peut pas se stabiliser. S'il ne peut pas se stabiliser, il ne peut pas mobiliser. Donc, il ne peut pas bouger convenablement. Il peut pas et je lui dis que tu passerais, je suis persuadé que tu travailles sur respiration, tu passerais un palier. Et les JO, tu ferais les meilleurs JO que tu aies fait de toute ta vie. Et c'est clair. Bon, je vais y arriver. Je vais y arriver à le convaincre. Mais voilà. Non, il préfère faire une grosse séance de muscu que de s'allonger et puis de faire de la respiration. Moi, je combine. Je le fais dans la douche. Donc, le truc de nana. Et encore, il s'est mis au yoga. Pour lui, je lui fais oui, mais le yoga, c'est très bon. C'est bien, ça. Oui, c'est bon, ouais, c'est bien, mais voilà. Donc, on se dit, je vais pas démotiver. Je vais encore le travailler au corps pour y aller. Bon, merci beaucoup. Non, mais c'est un plaisir, vraiment. Je vous suis en permanence et vous m'avez vraiment, vous me faites progresser tous les jours et je vous en remercie. Super. C'est super, ça. Tu partageras la vidéo quand on la lancera publiquement. Ça va être apprécié. Un gros merci à toi. Un gros merci à tous. Puis je pense qu'on est tous là pour échanger et apprendre. C'est ça qui est intéressant de faire des vidéos comme ça. Parce que si on reste tout seul dans notre coin en se disant qu'on a la science infuse, malheureusement, on n'évolue pas. Non, c'est clair. Donc, et voilà. Bon, merci à tous. Merci aux gens dans la salle. Partagez la vidéo si vous avez apprécié. Si vous connaissez des gens qui ont des dysfonctions, peut-être les taguer. Peut-être ça peut leur parler ou des gens qui sont dans la performance sportive. Pour les spécialistes de la santé, évidemment, on donne des formations dans le sujet. Peut-être même Benjamin en France en donne aussi sur le sujet. Donc, on va aller voir peut-être ce qu'il fait. Benjamin, ton nom de famille déjà? Mancini. Mancini, et voilà. M-A-N-C-I-N-I. Oui. Et voilà, et top. Bon, voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. À bientôt. Dans un an, alors. Ou avant, on ne sait jamais. Oui, moi, je devrais être en Suisse, donc ça va être facile. Je ne vais pouvoir bouger ensuite. Bye. Allez, ciao. Bonne soirée à vous.